Bonjour à tous, c'est une intro totalement pourrie, mais j'assume. Alors, voilà le premier cours de rétro qui portera sur le level design et comment il a évolué au fil du temps. Alors, tout d'abord, on va parler des jeux en 2D, des débuts de la 3D, des jeux en 2,5D. Et je pense que j'ai déjà perdu des gens. Alors, du coup, déjà, qu'est-ce que la 2D? Je pense que ça c'est un peu facile, hein. Il n'y a que deux axes, il y a que l'axe horizontal et vertical. Et pour les débuts de la 2D, déjà, on avait pas mal de level design intéressants. Déjà, le plus connu, c'est le à la Mario, il n'y a rien de spécial à dire dessus. Il s'agit d'un level design tout à fait linéaire, mais quand même assez bien fichu pour ces challenges. C'est plus un level design qui pousse à l'exploration plutôt qu'au réflexe. D'ailleurs, c'est encore une méthode qui est utilisée aujourd'hui avec les New Super Mario Bros. U, comme quoi ça n'a pas spécialement évolué de ce côté-là. Alors, sur quoi est basé ce level design? Ce level design, comme j'ai dit, est basé sur l'exploration et on voit directement ce qu'on doit faire dès qu'on arrive sur l'écran. Comme par exemple, nous, avec des blocs point d'interrogation, on a forcément le réflexe de taper dedans pour avoir des bonus, des pièces, des champignons et tout. Mais un des autres trucs intéressants, ce sont les tuyaux. Les tuyaux, il n'y a aucun moyen de savoir si on peut aller dedans ou pas. Du coup, le joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans tous les tuyaux pour voir s'il y a une zone secrète. Comme par exemple, dans le tout premier niveau du premier jeu Mario, parce que j'ai pas trouvé de beaucoup d'autres images représentant entièrement le niveau, on peut noter un, qu'il y a directement un tuyau téléporteur ici qui mène directement à la fin du niveau ici. Et avec une salle avec des pièces à l'intérieur, comme ça permet d'avoir une bonne introduction au jeu Mario. Et au passage, pour ceux qui veulent le jeu un peu plus facilement, pile entre ces deux buissons, il y a un bloc caché pour un champignon gratuit. Ce level design a été aussi perfectionné et modifié avec d'autres jeux comme par exemple Mega Man, qui se focalise beaucoup plus sur la difficulté du jeu plutôt que sur son exploration. C'est sur... Pour les jeux Mega Man par exemple, on ose beaucoup plus les défis en plaçant correctement les ennemis. Les pics nous tuent en un seul coup, on a un nombre de vies limité, mais le jeu est totalement faisable. Il suffit juste de s'y reprendre plusieurs fois. Ensuite, nous avons le multicouloir, qui est la spécificité des jeux Sonic. Par exemple, ici nous avons un magnifique niveau de Sonic 2, et déjà, premier truc qui interpelle, c'est que c'est totalement labyrinthique. Mais en fait, c'est plus facile que ça. Il s'agit plutôt d'un level design qui... il s'agit plus d'un level design où on doit forcément aller de gauche à droite, mais on a beaucoup de manières d'y aller. Du coup, ça permet de faire plusieurs fois le même niveau sans jamais utiliser les mêmes chemins. En général, ces niveaux-là se terminent en 2-3 minutes, ce qui est, enfin, 2-3 minutes, 50 secondes pour moi, mais ça c'est autre chose, ce qui peut obtenir un bon challenge. Et ensuite, un genre beaucoup plus connu, le Metroidvania. Alors, le Metroidvania est basé sur le fait de faire plusieurs allers-retours pour obtenir des power-ups qui permettront d'avancer plus loin. En général, ce qui se passe, c'est que on va, on atterrit au début de la map. Par exemple, dans celui-là, c'est pile ici, le début du niveau, et on se retrouve bloqué par les portes. Du coup, le premier réflexe, ça sera de retourner en arrière pour voir si on n'a pas manqué quelque chose, et en effet, on a raté quelque chose. Ça a été assez compliqué aussi au début des Metroidvania parce que il n'y avait pas de carte. On devait la faire soi-même sur papier, c'était un peu plus compliqué. Mais ça va, dès le deuxième et troisième opus, on peut avoir une carte en appuyant juste sur Start. Et il y a surtout gérer sa difficulté pour sa durée de vie. Sachant que les cartouches sont extrêmement limitées en termes de stockage, il n'y a pas 36 façons de faire un jeu long.
Parce que sinon les jeux on les terminerait tous en 30 minutes. Ça coûterait un petit peu cher les 400 francs, ça c'est clair. Du coup, il y a la solution Megaman, c'est-à-dire faire des niveaux quand même bien compliqués. La solution Mario, c'est-à-dire utiliser les mêmes sprites dans beaucoup de niveaux pour pouvoir faire un maximum de niveaux. Comme par exemple le tout premier Mario Bros a 4 fois 8 niveaux, je vous laisse faire le calcul, alors que le premier Megaman en a qu'une bonne dizaine. Encore aujourd'hui, cette technique est pas mal utilisée sur les Mario, ce qui n'est pas trop nécessaire. Et évidemment, il y a le cas Infogrames. Eux, ils faisaient des graphismes gigantesques, magnifiques, mais par contre, leur difficulté, c'était quand même assez corsé. Mais ça va, il y en a qui étaient totalement faisables, comme par exemple les Schtroumpfs, Lucky Luke sur Game Boy qui est juste génial. Mais par contre, il y en a franchement qui sont très durs, quasiment infinissables, comme le fameux Tintin au On Tibet ne ou Spirou. t'entend plus. On m'entend plus? Si, on t'entend. Ok. C'est bon, tu reviens. Moi, je t'entendais plus. Et du coup, c'était des jeux qui avaient des graphismes magnifiques, mais ça remplissait toute la cartouche. Pareil pour Sonic, comme Mario World avait 48 niveaux, Sonic n'avait que à peu près 5-6 mondes, mais avait 3 actes. Alors déjà, on va parler du début de la 3D. Alors, la 3D, c'est compliqué, parce qu'il y a déjà 3 axes, et que en 94-95, on ne savait pas faire de 3D. Enfin, on ne savait pas designer les 3D surtout. Et pour une cause super simple, c'est qu'on ne savait pas adapter le gameplay à la 3D. Parce que les manettes, ça ressemblait à ça. Grosso modo, vous avez une manette de Super NES avec 2 boutons en plus, qui sont 2 gâchettes, et une manette de Mega Drive avec 2 gâchettes en plus. PS, celle-là, je l'aime bien. C'est celle que je ramène en cours parce que mon clavier ne marche pas. Alors du coup, ces manettes-là, on devait faire en sorte que le personnage soit contrôlable avec. Du coup, ce qu'on faisait, c'est pour faire avancer le personnage, on appuyait sur en haut, mais on pouvait pas le faire passer en diagonale. Du coup, on était obligé de s'arrêter, d'appuyer sur la gauche pour que le personnage tourne sur lui-même et le refaire avancer. Ce qui était vraiment un bon calvaire pour les débuts des jeux 3D. Mais heureusement, il y a pas mal de jeux. Dès 95, on avait trouvé des astuces pour que ça marche bien. Voilà des pires exemples, Babsy 3D, vous avez tous vu le joueur du grenier. Et effectivement, on a ce problème. On a également ce problème-là dans les Tomb Raider, dans énormément de jeux PS1 et Saturn. Et justement à cause de cette croix directionnelle qu'on ne savait pas gérer à l'époque. Mais heureusement, quelqu'un avait trouvé une solution. Il s'agit de Crash Bandicoot, qui est arrivé un petit peu avant Mario 64. Et son level design, c'était des couloirs vers des couloirs. À peine des multicouloirs, comme par exemple dans ce niveau-là, on pouvait prendre 2 chemins à gauche et à droite pour avoir, euh, pour avoir un niveau légèrement différent quand on le refait. Mais globalement, c'était juste de la 2D, mais la caméra était derrière nous. On pouvait aller un petit peu à gauche ou à droite, mais ça n'influençait pas beaucoup le gameplay. On peut largement maintenir haut et sauter quand nécessaire. Par professionnalisme, forcément, j'ai joué beaucoup à Crash Bandicoot aujourd'hui. Du coup, on va sur la manette de 64. La manette de 64, déjà, la grande révolution, c'est le stick au milieu de la manette. Ce qui permet déjà une très grosse liberté de mouvement. Si vous avez joué à Mario 64, vous savez à quel point il est maniable le jeu. D'ailleurs, ça a permis aussi d'augmenter quelque chose d'améliorer quelque chose dans le level design des jeux en 3D, c'est-à-dire en fait on a toujours pu faire des mondes ouverts, mais Mario 64 était un des premiers à faire un vrai grand monde ouvert. Chaque niveau était un monde de forme rectangulaire, ou carré, ça dépend, où, où on devait passer par multiples obstacles pour récolter des étoiles. Ce level design est très intéressant également parce que, comme vous le voyez ici, nous avons
le début, un chemin tout tracé pour aller jusqu'au boss, mais quasiment toutes les étoiles sont obtenables dès le premier lancement de niveau. Comme par exemple où on pouvait obtenir l'étoile derrière le chomp ici, aller dans l'arbre là-haut pour obtenir des étoiles supplémentaires et tout, faire les 100 pièces, et les 8 pièces rouges, etc. Et évidemment, les manettes se sont perfectionnées au fur et à mesure. Comme ça, nous avons eu la magnifique manette de GameCube. Ensuite, nous avons une troisième catégorie de jeux. Il s'agit des jeux en 2,5D. La 2,5D, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Ça, c'est plus compliqué que dire que c'est un mélange de 2D et 3D. Parce que, en fait, c'est un gameplay 2D sur un jeu en 3D. Pour d'abord définir la 2,5D, il faut d'abord définir ce que ce n'est pas. Comme par exemple, je me suis un petit peu emmêlé dans mes diapos, mais voilà, ce que ce n'est pas, la 2,5D, ce n'est pas juste, enfin un gameplay et un level design 2,5D, ce n'est pas juste un jeu en 2D avec des graphismes en 3D, comme par exemple les New Super Mario Bros, les Mortal Kombat, et encore Mortal Kombat c'est juste des sprites super bien détaillés, les Donkey Kong Country c'est pareil. Il y a beaucoup de jeux assez récents qui utilisent ce principe-là, mais c'est toujours un gameplay en 2D. Le level design n'est absolument pas modifié par le fait que ça soit de la 3D ou pas. Ensuite, ce n'est pas le mode 7 non plus comme on peut le voir à droite. Le mode 7, c'est une spécificité de la Super NES et de la Game Boy Advance. C'était la technique de prendre le décor, qui était grosso modo une image PNG, et de la coucher un petit peu par terre pour faire une illusion 3D. Mais globalement, c'était surtout utilisé pour les jeux de course, et, et on ne peut pas vraiment l'utiliser pour autre chose que les jeux de course. Du coup, qu'est-ce que la 2,5D? La 2,5D, je vais retourner sur la diaporama avec les axes, si ça veut bien. Voilà. Alors, la 2,5D, il y a toujours l'axe X et Y. Mais il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit on fait plusieurs axes X, on peut se déplacer entre chaque, ou l'axe X, on peut le faire n'importe comment, comme par exemple on peut le faire tourner sur lui-même, on peut le faire tourner autour d'une sphère, le faire rentrer à l'intérieur, faire un level design totalement délirant. C'est une très grosse liberté une très grosse liberté tout court en fait. Mais le truc aussi avec cette 2,5D, c'est qu'elle est très peu utilisée dans les jeux. Elle a toujours été très peu utilisée. Comme par exemple, voici le jeu Bugs sur Sega Saturn, qui était pas, qui est contrairement à ce qu'on voit, n'est pas un jeu en 3D, mais il n'y a que l'axe horizontal. C'est juste que la caméra tourne sur elle-même pour que le joueur, enfin, soit la caméra tourne sur elle-même pour que le personnage regarde toujours à gauche ou à droite, ou autrement, c'est que le personnage, comme par exemple si on maintient droite et qu'il y a un croisement, comme ben maintenir droite, ça va faire tourner le personnage sur lui-même et le faire avancer sans aucun problème, comme s'il était toujours sur le même axe. En exemple de 2,5D qui tourne sur lui-même, il y a Night into the Wind, Night into the Dream, qui est un jeu qui est globalement un jeu en 2D, mais comme j'ai expliqué, c'est en fonction des tours qu'on fait sur soi-même, le niveau change totalement. On passe au milieu du niveau. Toujours comme Mario 64, le niveau est disposé sur un gros carré, mais le tracé, qui est semi-circulaire, permet d'avoir une belle liberté de mouvement. Et on voit bien qu'on gère l'axe X et Y en même temps sans que ça soit un jeu de plateforme. Grosso modo, ça pourrait ressembler à ça. Et du coup, voilà tout ce que j'ai à dire sur le level design des jeux assez rétro, qui sont toujours utilisés encore aujourd'hui. Comme par exemple, pour le level design en 3D, un peu à Crash Bandicoot, on peut le retrouver encore aujourd'hui. Déjà, il y a Crash 4 qui est sorti récemment. Mais en plus, un level design linéaire, c'est très utilisé dans les Call of Duty. Des fois, il y a souvent des salles secrètes. Le multicouloir est également utilisé en 3D pour,
pour ne pas faire un monde ouvert, mais un truc qui soit pas trop redondant. Comme par exemple, on le retrouve encore dans les Sonic récents en 3D, surtout dans la formule Boost. On le retrouve également dans certains. Ouais, ouais, Mario 3D. Mario 3D Land, c'est juste un Mario en 2D, mais avec une petite touche de 3D. Et les jeux de course, c'est juste un couloir avec des petits raccourcis de temps en temps. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ce qui a vraiment modifié comment on voyait le- comment on voyait les level design en 3D, c'était vraiment Mario 64 qui s'inspire également de jeux en 2D comme un monde ouvert, comme les jeux Zelda, comme dès qu'on voyait, enfin des jeux à vue du dessus, mais on a juste mis l'axe Z verticalement pour avoir une meilleure liberté d'action. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il y a des questions? Non, c'était plutôt clair. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, GG. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez globalement dans les jeux du Non, level Euh, design? Ça va, moi ce que je trouve qui manque un peu à ton diapo, c'est les dates. Parce que tu les dis à l'oral, mais Ah ouais, pas si bête. quelqu'un a un doute ou veut juste regarder quand tu en dis, tu sais, tu dis juste une fois la date, on peut l'oublier entre-temps. Pas bête. Comme par exemple, comme quand tu cites les jeux vidéo, tu mets la date de sortie ou des choses dans le genre, ça peut toujours intéresser les gens. C'est pas faux. C'est une idée comme ça qui me vient. C'est le truc que je me suis posé, par exemple, Mario, je sais pas quelle date il est sorti, Mario 64, c'est Euh, pareil. Bah en fait, le problème un petit peu avec ça, c'est que je donne des exemples où ils ont bien exploité justement le concept, sauf que le concept en lui-même est beaucoup plus vieux que ça. Oui, Comme, oui, comme par exemple un level design à la Mario en semi-open world, ça existait déjà, mais 3 ans plus tôt sur Atari. Ou des trucs comme ça. oui, ça existait, mais sur les petites, en 2D. Oui, oui, toujours en 2D, même en 3D, t'as eu des prototypes sur des consoles qui étaient même pas capables de le faire. Mm. Oui, ça je connais, oui, j'ai regardé le JDG. Ouais, mais bon, JDG, lui, c'est pas forcément un super exemple parce que lui, justement, il montre tout ce qui va pas. C'est Le seul vrai clin d'œil que je lui ai fait, c'était Bubsy 3D, qui est en effet un des pires exemples de jeu ouais, en ça, je 3D. m'en souviens. Ah, Et comme quoi, ça s'est bien mangé en termes de contrôle et tout. En même temps, Tu vas parler qu'on n'a pas tu le vas parler stick, c'est que c'est du un jeu problème. E.T. Ben, le jeu E.T. en lui-même, il a été fait en un oui. mois, donc y a pas grand-chose à dire dessus parce que le level design, il est super classique. C'est juste, il est rempli de bugs et le gameplay est un peu fait à l'arrache. Et il a fait cracher l'industrie du jeu vidéo. Oh, pas qu'à lui, hein. C'est surtout en Oui. fait, vous voyez le problème des jeux mobiles actuels, du fait qu'ils se copient tous, il- t'as les trois quarts c'est des copies de Candy Crush ou des trucs comme ça. Mm. Imaginez ça, sauf que tu dois payer ta cartouche. Ouais. Voilà le Et problème. après, t'as Plus la Charlotte console. sur Atari. Ah, globalement, l'Atari, on pouvait faire des très bons trucs dessus, comme par exemple on a eu Pitfall, qui était un excellent jeu. Et d'après JDG, t'avais aussi Charlotte aux fraises. Ouais, bon lui c'est même pas un jeu, c'est juste un bouton, t'as fini le jeu. Mais pourtant, tu payes, t'appuies sur un bouton et c'est fini. Bah c'est ça. C'est quoi cette arnaque? Bah, c'est ça le problème aussi avec l'époque d'Atari, c'est que Atari n'avait aucun contrôle sur les jeux qu'ils publiaient. En fait, tous les éditeurs pouvaient publier leurs jeux sans l'accord d'Atari, et du coup c'est ça qui a Ouais. causé le crash. Comme par exemple, si vous voulez un bon jeu Atari, il y a Pitfall 2 qui est juste magnifique. D'ailleurs, qui a un peu un level design à la Mario, mais en Et multi-couloir, et Pitfall, avec des recherches et tout. on y a joué l'année dernière à Pitfall. J'avais C'était pas un peu essayé. avant que tu viennes. Bah, moi j'y ai joué un petit peu dans mon coin, et effectivement c'était un très très bon jeu. L'année dernière, on avait Projet Gaming on faisait l'histoire du jeu vidéo justement. Et il nous a fait jouer sur les émulateurs sur Internet à des petits jeux comme ça. Sur un Murom, ouais. Hmm. Mm. Après, faut dire avec une manette d'Atari, on peut pas faire des masses de trucs. Ouais, j'ai vu. Ouais.
Globalement, c'est un stick et un bouton. Y a rien de plus simple. On peut faire des trucs sympas avec, mais on peut pas faire des trucs extraordinaires. Quoique quand même, on peut faire des open world, enfin des sortes d'open world et même des jeux à la première personne qui sont assez bluffants. Comme par exemple Fractarus sur Atari 2600, qui était un jeu d'hélicoptère assez bluffant. On se baladait au milieu d'une planète extraterrestre pour sauver des gens et en tirant sur des trucs. Ouais, surtout avec la manette d'Atari, ça devait être bien. C'était un peu comme les joysticks qu'on a, enfin Ouais. les trucs d'aviation, pour les simulateurs d'aviation. Après, il faut Ah dire, ouais. un stick pour les jeux en 2D, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que vite on est allé à la croix directionnelle et tout. Ben, aussi, ce qu'on peut dire sur les jeux en 2,5D, c'est comme par exemple, si vous avez déjà joué à Crash Bandicoot ou à un Mario qui a des phases entre guillemets en 2D, Hmm. c'est que le jeu, enfin, le level design est en 2D, sauf qu'en fait, on peut toujours se déplacer en avant et en arrière. Du coup, une fausse manip et tu tombes dans le vide alors que t'es au bord de la plateforme, quoi. Et ça, c'était franchement assez pénible. C'est un problème qui a évité pas mal de jeux en bloquant strictement le fait d'avancer en avant et en arrière pour éviter que le joueur tombe sans aucune raison. Hmm. C'est d'auto de beauté. J'étais vraiment obligé de mettre ce gif avec cette manette, c'était obligatoire. Par contre, je l'avoue, elle est pas optimale pour jouer à des jeux en 2D. Ouais, c'est vrai que la position des joysticks et tout. La manette de 64 un peu plus, déjà qu'il y a eu. C'était l'époque où on Ouais, aimait tu pouvais bien faire des jeux en tu la 2D. tenais au milieu et tu jouais avec D'ailleurs, le joystick, t'avais pas besoin forcément des flèches. ben, contrairement à ce qu'on pense, en fait, cette manette est vraiment ergonomique pour tous les jeux qui sont sortis dessus. Parce que on n'a jamais besoin du bouton L ou de la croix pendant qu'on joue avec le stick. Puisqu'il y a une gâchette derrière le stick. Si vous voyez la nunchuk de la Ah, Wii, c'est exactement ça. C'est un peu pareil avec ce type de manette-là. La manette de PlayStation a vite eu deux sticks supplémentaires à peine quelques années après la sortie de la 64. Et pour les jeux qui n'avaient pas ou n'avaient pas encore le stick, ils ont simplement réglé le problème de la caméra avec les gâchettes. La gâchette de gauche faisait tourner la caméra vers la gauche, la gâchette de droite faisait pareil avec la droite. La caméra était vraiment un très gros problème pour les débuts des jeux en 3D. D'ailleurs, pour la manette de 64, c'était les 4 boutons jaunes ici qui géraient la caméra. Du coup, ça faisait que la caméra se déplaçait par à coup et pas très fluidement. Alors que dès les manettes suivantes, les manettes de PlayStation 2, de Dreamcast, de Xbox, etc., il y avait un deuxième stick pour gérer directement la caméra. ah, c'est sympa. Après, il fallait qu'il gère bien la caméra de base. Oui, mais ça c'est encore un autre débat. Il y a des jeux qui le géraient très bien, il y a des jeux qui le géraient très mal. Il y a des jeux qui le géraient absolument pas, ils le faisaient très bien. Comme par exemple tous les jeux en 2D, on met une caméra fixe et ça marche. Il y a eu aucun problème avec ça. Ou autrement, on faisait soit les trucs couloirs pour être sûr que ta caméra se bloque pas. Crash Bandicoot, zéro problème de caméra. Soit on faisait en sorte que la caméra soit en fonction du joueur. Comme par exemple dans les Sonic très récents, la caméra est soit gérée automatiquement par le jeu en fonction de l'endroit où on est dans le niveau, soit elle est juste derrière les joueurs, elle se tourne automatiquement si le joueur avance trop en arrière. Et comme par exemple sur le GIF que vous voyez, la caméra n'a aucun problème de déplacement. Mhm. Enfin, là, du coup, le GIF, il est un peu. Ouais, il est un peu saccadé, mais j'ai pas trouvé mieux. Ok. Après, je peux Bon, aussi comparer avec un autre jeu en 2,5D qui utilise bien le fait de mettre plusieurs plans les uns à côté des autres pour faire en sorte que ça soit de la 3D mais en même temps de la 2D.
C'est un truc que je trouve super kiffant, c'est de voir en arrière-plan ou en avant-plan les autres parties du niveau qu'on pourrait voyager en prenant un autre chemin. Ah, ok. Bon, moi, je vais vous laisser parce que j'ai pas une Voilà. connexion infinie. Là, c'est bon, j'ai fini aussi. Et ça me pompe un peu la connexion. Bon, allez. À demain, les gars. À demain. Je pense que je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Oui, oui, oui. T'es même pas obligé d'enregistrer forcément. Ah, ça sera pour la rediff. Bon, allez. Ciao. Ciao. Les autres ont des autres questions? Bah, il reste plus que nous deux, donc Ah bah, parfait. Allez, à demain. maintenant.